Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce tout premier numéro de votre nouvelle émission Afri Impact, une émission qui met en lumière l'entrepreneuriat africain et qui célèbre les entrepreneurs qui font vibrer l'Afrique. À la présentation, Merveille Ngaloula. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée bien évidemment d'une belle demoiselle, Flamédi. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Merveille Ngaloula, bonsoir à tous ceux qui me regardent. À travers cette belle émission Afri Impact, je suis très heureuse de co-animer cette émission avec Merveille Ngaloula, une belle femme africaine, comme on appelle cette émission Afri Impact. Soyez nombreux à nous suivre. Alors, nous avons l'honneur ce soir de recevoir comme invité Patrick Ibanga Irondi, un grand acteur qui justement fait vibrer le développement de l'Afrique. Sans plus tarder, on va nous balancer son portrait question pour vous de découvrir de qui il est question. Patrick Ibanga Irondi, il est de ces hommes dont la voix calme et les regards lucides tracent des ponts entre les continents, les cultures et les générations. Patrick Ibanga Irondi, personnalité aux racines multiples, est de ceux-là. Originaire de la Polynésie française, il incarne un leadership nourri par une profonde ouverture au monde et un attachement sincère à l'Afrique. Héritier du nom des jeunes filles de sa mère et de sa grand-mère Ibanga, il revendique fièrement ses racines africaines, notamment congolaises et centrafricaines, transmises par sa mère métisse. Plus précisément, il est relié à cette région de l'Équateur, séparée par le majestueux fleuve Ubangi. Homme de terrain, Patrick Ibanga Irondi a sillonné les continents africains avec une constance rare. Il a travaillé, partagé, observé. Sa découverte de l'Afrique s'est enrichie au fil des années à travers des concepts puissants comme l'Ubuntu ou encore l'histoire fascinante des grands empires africains. L'un d'eux, l'Empire du Mali, et plus précisément le règne de Soundiata Keïta vers 1235 à 1255, l'a profondément marqué. Cette inspiration l'a conduit à fusionner deux mondes, celui des Marquises où il a vécu, ces îles qu'on appelle aussi Tefouena et Nata, la terre des hommes, et celui du Mali ancien. De cette alchimie est né le nom de sa société Keinata, une rencontre entre Keïta et Enata, symbole vivant de son identité métissée, de sa volonté de bâtir des ponts durables entre les cultures. Il a notamment collaboré avec la République démocratique du Congo dans un contexte où la diplomatie, la coopération régionale et les enjeux de développement réclament autant de stratégie que d'humanité. L'Afrique, il ne l'a pas seulement visitée, il l'a comprise. Il s'en est approché avec respect et engagement. Connaissance directe de la RDC, du Cameroun, du Gabon, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et de la Centrafrique témoigne d'un enracinement concret et sensible. Son parcours est celui de bâtir des ponts entre l'Afrique, les Outre-mer et l'Europe, entre institutions et populations. Son attachement à la Polynésie française ne l'a jamais empêché de porter un regard global sur le monde. Au contraire, ses racines insulaires l'ont ancré dans ses valeurs de proximité, de dialogue, d'écoute, des valeurs qui transparaissent dans ses engagements. Voilà en quelques mots qui est Patrick Ibanga. Alors, nous allons donc donner la parole à Patrick pour vous autres aussi de l'écouter. Alors, bonsoir Patrick. Bonsoir Merveille. Nous sommes très heureuses de t'avoir sur ces plateaux ce soir. Un plaisir partagé. Okay. Nous sommes là pour parler de l'entrepreneuriat. Alors, pour thématique, nous allons aborder 3 points. Tout d'abord, tu vas te présenter pour que tous ceux qui nous suivent aient un petit aperçu de ta personne.
Me présenter sur le plan professionnel. Oui, sur le plan professionnel, bien évidemment. Ok. Oui. Bon, j'espère qu'on va arrêter à un moment donné de parler de moi, parce que ce qui va m'intéresser, c'est qu'on parle de l'entrepreneuriat, en particulier en Afrique. Ok. Comment me définir? En fait, je suis quelqu'un qui, dans mon parcours professionnel, a besoin de, à chaque fois, découvrir des choses nouvelles. Et c'est pour ça que, bon, préciser peut-être que j'ai 60 ans, parce que pour éviter qu'on ait le sentiment que tout ce que je vais évoquer, ça semble être réalisé dans une courte période. J'ai plus de 35 ans d'expérience. Alors j'ai commencé ma carrière en fait en tant qu'auditeur, et donc j'ai fait du consulting, beaucoup de consulting, donc du conseil aux entreprises. Après, très vite, ça ne me suffisait pas, j'ai eu besoin de faire de la formation, donc je suis devenu formateur. Formateur parce que on se rend vite compte que les gens ont besoin de tout le temps développer leurs compétences. On ne peut faire la différence dans la vie que si on a effectivement les compétences nécessaires pour faire ce qu'on veut faire. Ensuite, je me suis intéressé au coaching. Le coaching, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va aller chercher chez les personnes, finalement, toutes les prédispositions pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Peu importe que ce soit personnel, professionnel, social. Et le coaching a pu me montrer à quel point, contrairement à ce qu'on croit, chacun d'entre nous, on détient en nous une connaissance que l'on a tendance à ignorer, négliger. Et donc ça consiste à faire prendre conscience aux personnes, hommes, femmes, que nous détenons beaucoup de connaissances. Et c'est pas parce que, par exemple, j'ai pas fait d'études que du coup, l'accès à la réussite, qu'est-ce qu'on met derrière? On aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais arriver à faire des choses dans ma vie, à réaliser des choses qui ont du sens, n'est pas conditionné par les études. Ça, c'est hyper important. Les études peuvent être aidants, mais je connais les meilleurs entrepreneurs, ce sont des gens qui n'ont pas fait d'études. Parce que justement, ils n'ont pas été formatés, et ils ont gardé la partie très instinctive en eux. Après le coaching, dans le cadre de mes missions, je me suis rendu compte que la gestion des conflits, la compréhension des conflits est très importante dans les relations, que ce soit les relations personnelles ou les relations professionnelles. Et d'ailleurs, les conflits sont souvent une source d'inquiétude. On a peur des fois de dire des choses parce qu'on a peur que derrière ça déclenche de l'animosité, voire des conflits, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les relations personnelles, amicales, et on retrouve le même problème lorsque on est dans le cadre du travail. Donc du coup, j'ai suivi une formation en médiation. Toutes les formations que j'ai suivies sont des formations certifiantes, c'est-à-dire j'ai cherché derrière à avoir une attestation de reconnaissance de mes compétences. Après avoir fait ça, la médiation, donc du coup, je suis médiateur attaché aux tribunaux, et là, on me sollicite lorsqu'il y a des conflits individuels, collectifs, avec les syndicats ou autres. Et c'est quelque chose de passionnant, la gestion des conflits. Ensuite, j'ai développé des compétences en facilitation. Moi, je suis quelqu'un qui aime jouer. J'ai entendu dire qu'il y avait un jeune homme là qui manage l'équipe et qui a à peine 12 ans. J'aime bien solliciter en moi le jeune homme de 12 ans. J'ai 60 ans, mais dans ma tête, j'ai 12 ans. Et quand on a 12 ans, voire même plus jeune, lorsqu'on a 6 ans, quelle est la particularité lorsqu'on est jeune? C'est qu'on s'émerveille des choses. On n'a pas de certitude, on n'a pas d'a priori, on n'a qu'une soif, c'est d'apprendre, de découvrir, de tisser des liens, d'expérimenter. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Il n'y a que l'adulte qui va, face à un moment donné, ce qu'on appelle une erreur, un échec, va commencer à malheureusement peut-être renoncer à son rêve. On parle d'entrepreneuriat. D'ailleurs, à ce sujet, un très bon ami m'a dit une fois, parce que je lui disais, tu sais, moi je suis l'incarnation de l'échec. En d'autres termes, si tu savais le nombre de boulettes et de conneries que j'ai faites, et c'est grâce à ça que j'ai appris. Et là, il m'a sorti une chose qui m'a aidé,
en tant qu'entrepreneur, parce que c'est une sacrée aventure. Il m'a dit, tu sais, la réussite passe par une chose, c'est que en fait, l'échec est le brouillon de la réussite. L'échec est le brouillon de la réussite. D'ailleurs, je ne peux m'empêcher à chaque fois, tu as évoqué quelque part un petit peu mon goût pour l'Afrique. Bon, j'ai des racines en Afrique, mais ça ne suffit pas. On peut tout à fait avoir des racines en Afrique, on peut être africain et ignorer complètement ce que c'est que l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on a une quête toujours de ce qu'on ne possède pas. Si j'ai des cheveux frisés, je veux avoir des cheveux du coup lisses. Si j'ai des cheveux lisses, je veux avoir des cheveux frisés. Si je suis blond, je veux être brun. Si j'ai les yeux bleus, je veux avoir les yeux... On veut toujours ce qu'on n'a pas. Tout à fait. Alors, tu peux nous dire ce qui t'a conduit, toi, à entreprendre ta vision? Je n'ai pas choisi d'être entrepreneur. En fait, je suis arrivé à l'entrepreneuriat parce que tout simplement, à un moment donné, j'ai fait un constat simple. C'est que, tandis que je suis quelqu'un qui donne, sans compter, j'avais affaire à des dirigeants qui n'avaient pas compris que, pour me conserver, il fallait absolument qu'on ait conscience que, il faut me traiter comme un adulte, c'est-à-dire on me dit ce qu'il faut faire et je me débrouille, et si à l'issue ça ne marche pas, j'en assume la responsabilité. La deuxième chose, les salariés avec qui je travaillais, lorsque vous êtes quelqu'un qui a envie d'avancer, de faire avancer les choses, etc., ils projettent sur vous des intentions de pouvoir, de vouloir prendre la place du chef, mais ça n'a jamais été mon cas. Donc en fait, je suis devenu en fait entrepreneur parce que je n'étais pas à l'aise à un moment donné dans l'espace salarial et je voyais bien que j'étais étriqué. Je ne pouvais pas exprimer les choses comme je le voulais. Donc du coup... Tu n'y trouvais pas ta place. Pardon? Tu n'y trouvais pas ta place. J'étais pas à ma place. Je sentais que voilà, j'étais un petit peu attaché, je ne pouvais pas exprimer les choses comme je voulais, ou quand je les exprimais et qu'il y avait de la réussite, il y avait en permanence une espèce de jalousie, et ça c'est universel, on le retrouve partout. Donc ça a été pénible pour moi, et donc du coup, et l'autre chose, j'ai vu combien je gagnais, j'ai vu combien d'heures je faisais, et je voyais que je pouvais gagner l'équivalent de ce que je gagnais en travaillant seulement un tiers du temps. Donc ça fait réfléchir, je me dis, non, si je me mets à mon compte, je vais travailler un tiers du temps, et donc après j'ai le choix. Oui. Les 2 tiers du temps, soit je l'utilise pour travailler plus et gagner plus, soit je l'utilise pour profiter de la vie. Donc voilà comment je suis arrivé à l'entrepreneuriat. Et dans votre présentation, vous avez dit, vous avez déjà dans l'entrepreneuriat... On peut se tutoyer? Ça ne dérange pas. Tu as dit dans la présentation que tu as déjà fait plus de 30 ans, genre déjà 35 ans de carrière dans l'entrepreneuriat. Alors, pendant ces 35 ans, 30 ans, 35 ans, disons, quelles sont les étapes clés vraiment de votre parcours entrepreneurial et aussi le lien avec l'Afrique? Alors, il y a 2 questions. Donc, vous commencez d'abord par les étapes clés et puis le lien avec l'Afrique. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'étape clé. Je ne suis pas de ceux qui disent, voilà, il y a le truc là, comme ça, qui marche. Parce que je pense qu'il y a autant d'individus qu'il y a d'entrepreneurs. Donc ça, il faut bien le comprendre. Parce que le gros problème qu'on a quand on se lance dans ça, on va chercher un petit peu des modèles, des références, et on va vouloir singer, copier. S'inspirer, c'est bien. Okay. Alors, qu'est-ce que je peux donner comme conseil dans l'entrepreneuriat par rapport à ce que j'ai fait, moi? J'ai été puissant dans mes pratiques entrepreneuriales le jour où j'ai commencé par travailler sur moi, déjà me connaître. L'étape 1, c'est se connaître. Si on ne se connaît pas, c'est compliqué de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que finalement, voilà, on va chercher à l'extérieur des solutions, ou quand on a des conflits ou des difficultés, on ne comprend pas. Donc, il faut d'abord se connaître pour mieux, notamment sur le plan de nos émotions, éviter que les gens qui vous suivent dans l'entrepreneuriat, il puisse y avoir des séparations parce que vous ne vous connaissez pas et vous n'avez pas accepté la partie en vous qui peut être à l'origine de cette séparation. C'est tellement plus facile d'imaginer que c'est l'autre le problème et c'est pas soi. Donc la première chose, c'est se connaître, et notamment dans sa part d'ombre. C'est-à-dire dans certains vont l'appeler les défauts, etc. Si on ne commence pas par ça, c'est compliqué. La deuxième chose, pour réussir l'entrepreneuriat,
Ça pourrait être aussi un emploi salarié, mais l'entrepreneuriat est quelque chose de particulier. C'est la confiance. Le vrai problème que l'on retrouve dans toutes les relations, je suis médiateur de métier, on intervient parce qu'à un moment donné, les gens sont plus en confiance. Et pourtant, peut-être au début, ils se faisaient confiance. Donc on voit que ce qui est très important dans toutes les relations, si la confiance n'est pas au rendez-vous, on ne peut pas avancer. Alors je dirais même, ça va plus loin pour moi. Je suis désolé, mais je vais amener un petit peu de la hauteur dans tout ça. Ben déjà, moi personnellement, j'ai besoin de faire confiance en l'univers. J'ai besoin de faire confiance au Créateur. C'est mon droit. Chacun est libre d'avoir des croyances ou pas. Moi, je respecte ceux qui n'ont pas de croyances. Et je ne dis pas que la réussite n'est pas accessible à ceux qui n'ont pas de croyances. Mais ne pas croire, c'est croire. Donc finalement, les personnes qui ne croient pas, ils croient. Ils croient au fait qu'il n'y a pas quelque chose. D'accord ? Vous avez parlé d'avoir confiance en soi. Si tu continues à me vous voyez, je ne te parle plus. D'accord, j'ai compris. Tu viens de dire qu'il faut avoir confiance en soi. Oui. Et parfois, il y a certains entrepreneurs... Je n'ai pas terminé, si tu veux bien. Ah, d'accord. Donc, se connaître. Avoir confiance en soi. Ouais. Ok. Connaître ses racines. Alors, ses racines, c'est quoi? Je sais pas, c'est quoi pour toi, connaître ses racines? Tu vois, c'est comme un arbre. Un arbre qui n'a pas de racines, d'après toi. Bah, Il n'aura pas n'existe des- Il va grandir, il va donner des fruits. Ben, l'entrepreneuriat, c'est comme un arbre. Ça commence par une graine. La graine, c'est l'équivalent d'une idée. Cette graine-là, on va l'arroser, lui donner beaucoup d'amour, parce que si tu donnes pas beaucoup d'amour dans ce que tu fais, et traduction, si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu vas pas avoir un fruit qui est joli. Ok? Traduction, tu vas pas faire des prestations qui donnent envie. D'accord? Donc je pense que dans tout ce qu'on fait, il faut vraiment aimer. Et quand on aime, ça marche. Essayez de préparer un plat dans votre famille dans lequel vous allez mettre beaucoup de haine et de rancœur. Faites goûter ce plat à des personnes et vous leur demandez comment tu trouves ce plat. Eh bien, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, ils vont pas l'apprécier. Faites la même chose, vous faites le plat, le même plat, et vous y mettez du cœur. Vous constaterez que le plat en question, effectivement, va avoir une saveur différente. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que si ce qu'on fait est fait avec amour, à partir de ce moment-là, tout fonctionne et tout est possible. Donc, se connaître, confiance en l'univers, confiance en soi, confiance en l'autre, parce que si je ne fais pas confiance en l'autre, que ce soit un collaborateur, un client ou quoi que ce soit, on n'avance pas. Si je suis dans la méfiance, ou si je suis fourbe, là, il y en a qui réussissent en étant fourbe. Je ne dis pas qu'on ne peut pas réussir si on est fourbe. Mais personnellement, je trouve que les choses sont beaucoup plus simples quand on est plutôt dans des relations saines et authentiques. As-tu besoin d'autres illustrations ou ça te suffit? En fait, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est tellement clair. Mais quand on parle ici de l'entrepreneuriat africain, vous pouvez un peu plus, parce qu'il y a de ceux-là, de ces Africains, qui veulent entreprendre, soit qui entreprennent déjà, mais qui ne savent pas, qui sont déjà en train d'appliquer l'entrepreneuriat. Et parfois, ils se perdent, parfois, ils n'ont pas confiance en eux, parfois, ils n'arrivent pas à ce que... Comment est-ce qu'ils peuvent se découvrir que non, là, je n'ai plus confiance en moi, là, je suis en train de me perdre, en fait, par rapport à tout ce que vous venez de dire. J'ai vécu en Polynésie. Tu l'as évoqué. Oui, oui. Il y a beaucoup de similitudes entre la Polynésie et l'Afrique. En Polynésie, déjà, on est de culture orale, pas de culture écrite. Donc ça a beaucoup d'impact dans la manière de travailler. Donc on est dans l'oralité. Donc ça veut dire aussi que la parole est importante. On n'a pas besoin normalement d'un écrit, d'une signature pour avoir un engagement. La deuxième chose, donc c'est pareil pour l'Afrique. L'Afrique, c'est l'oralité. Ça a des avantages et des inconvénients. Ça a des inconvénients si jamais tu es dans le monde moderne et que tu vas te contenter de parler et puis tu ne vas pas à un moment donné faire un petit écrit, ne serait-ce que pour être sûr que ce que nous sommes dit, ça a été compris. Donc l'oralité n'exclut pas et il faut absolument apprendre aussi à s'inscrire dans l'écriture. La Polynésie est croyante, profondément croyante. Et
il y a diverses religions qui existent et spiritualités en Polynésie. Et l'Afrique, c'est pareil. La Polynésie est anémiste. La Polynésie croit aux morts, croit aux anciens. D'accord? Donc c'est un mariage étrange. Hein? Est-ce que l'on peut être à la fois croyant et en même temps avoir des croyances que les Occidentaux, quand ils ont fait la conquête de différents territoires, trouvaient que c'était des barbares? Ok? Tu peux nous éclairer quand tu dis la Polynésie croit aux morts. Elle vénère les anciens. Ok. Elle vénère les anciens, comme l'Afrique. L'Afrique n'est Dans pas ce sens. complètement à l'aise avec tout ça, parce que c'est normal, il y a eu une partie qui a été importée, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire la religion. Mais au départ, les différentes cultures africaines avaient des croyances. Et ceux qui sont arrivés leur ont dit, mais vos croyances ne sont pas bonnes, on va vous montrer la croyance qui est meilleure. Je ne discute pas de c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas le sujet. Mais je suis un paysan, dans ma manière de fonctionner, j'aime bien observer, regarder, comprendre. J'aime comprendre. D'ailleurs, on ne peut pas faire des choses si on n'a pas compris. Compris l'autre, pas se comprendre. Soit c'était déjà une évidence, mais après, comprendre l'autre. Donc je continue, donc est-ce que... Oui, une petite question. En fait, pour les entrepreneurs d'aujourd'hui, ils font face à tellement de défis. Est-ce que tu peux nous décrire certains défis? Je vais y venir. Je peux terminer Ouais, parce que j'ai envie de partager avec vous un certain nombre de constats que je fais sur l'Afrique. La relation au temps, je termine sur la Polynésie et l'Afrique. Pourquoi ça a été très naturel et facile pour moi, au-delà de mes racines africaines que tu as rappelées. Vous êtes d'accord que la relation au temps est complètement différente en Afrique et en Polynésie. En d'autres termes, on peut tout à fait avoir rendez-vous à 8 heures et puis finalement on arrive à 10 heures. Et je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais la relation au temps, on prend le temps. On prend le temps. Alors ça peut être gênant si on est dans une structure professionnelle avec chacun des rendez-vous, des machins. Mais il peut y avoir la bonne chose dans la relation au temps, c'est de se dire après tout, pourquoi on veut s'exciter? Est-ce qu'on ne peut pas, pour pouvoir bien accueillir les gens, prendre le temps? Est-ce qu'on est obligé de courir tout le temps? Moi je peux vous dire que l'Occident ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir ce précieux temps et notamment cette qualité de relation au temps que l'Afrique a naturellement. Si vous allez dans des endroits qui ne sont pas modernes, entre guillemets, dans les ruralités, le temps est rythmé par, finalement, quoi? Des saisons, lever du soleil, coucher du soleil. Donc on n'est pas, c'est pas rythmé par une montre, un objet qui a dit que, voilà, cours, 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 cours. Donc c'est important, je vous parle de ça parce que c'est ce qui a façonné ma manière d'être. C'est en observant les autres que je me suis dit, tiens, il y a des choses intéressantes là. Parce que moi, j'ai été formaté dans le cadre de mes études à l'occidental, et il y a de bonnes choses à prendre là-dedans, mais il y a des choses qui ne sont pas bonnes de mon point de vue. Donc voilà. Parlons d'entrepreneuriat avant de répondre à tes questions. J'ai toujours dit en Polynésie, vous n'avez pas à apprendre l'entrepreneuriat. Pourquoi vous cherchez les jeunes à aller apprendre l'entrepreneuriat dans des salles de classe? Vous n'avez pas à apprendre le sens de l'accueil. Au nom de quoi on vient vous dire, on va vous apprendre ce que c'est que l'accueil? Alors pourquoi l'entrepreneuriat en Polynésie, on n'a pas à l'apprendre? Pour la petite histoire, les gens qui sont arrivés en Polynésie sont partis sur une petite pirogue d'Asie et ils ont traversé l'océan. Vous imaginez? Est-ce que c'est pas une forme d'entrepreneuriat? Lorsqu'on part comme ça à l'aventure, aidé et guidé par les étoiles. Maintenant, prenons l'Afrique. L'Afrique a besoin d'apprendre l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que c'est qu'être un entrepreneur pour vous? Bah, c'est répondre à un Vous besoin. êtes un entrepreneur, un grand entrepreneur, c'est à vous d'expliquer à ceux qui ne Non. Alors justement, et c'est là où peut-être, j'espère que votre émission aura un impact. C'est Il y que aura un grand impact. tu parce sais ce que vous c'est êtes qu'être là. un entrepreneur. Elle sait ce que c'est qu'être un entrepreneur.
Il sait ce que c'est qu'être un entrepreneur s'il a envie demain d'être un entrepreneur. C'est-à-dire arrêter de croire l'idée selon laquelle l'entrepreneuriat, il faut rentrer dans une classe pour l'apprendre. Mais tu ne penses pas qu'à un moment, on a besoin de quelques notions parce que ce n'est pas donné à tout le monde de s'élancer dans l'aventure et réussir. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont peur, parce qu'on leur a dit, si tu n'as pas fait un MBA, tu ne seras pas un bon entrepreneur. Si tu n'as pas fait un certain nombre d'études, et je ne dis pas qu'il ne faut pas... Il faut se former, on a besoin de se former. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'études. Je dis que, et la preuve existe, beaucoup d'entrepreneurs qui ont de belles réussites n'ont fait aucune étude. Et c'est du bon sens. Être un entrepreneur, c'est quoi? À un moment donné, tu sens qu'il y a un besoin, et tu as une solution. Une maman qui vend des légumes, des arachides, c'est pas une entrepreneuse? Elle a fait des études? Non, mais c'est seulement que parfois aussi, elle ne sait pas qu'elle est en train d'entreprendre, au fait, qu'elle peut encore apporter un plus dans ce sens-là. Non, mais est-ce que ces mamans qui vendent des choses au marché, c'est des entrepreneuses ou pas? C'est des leaders ou pas? Oh que oui, des grandes entreprises. C'est quoi un leader? C'est quelqu'un qui se donne la possibilité d'avoir un impact sur sa vie, de ne pas subir. Et les femmes, qui sont, je pense notamment à ces femmes qui sont au marché, elles font quoi? Chaque jour, elles font en sorte de pouvoir gagner leur vie. Elles entreprennent. Elles ne subissent pas. Elles pourraient rester chez elles, entretenues éventuellement par un mari, en disant « j'ai pas fait d'études, etc. etc. » Le problème, c'est que l'entrepreneuriat et le leadership, on le montre seulement à travers des figures de réussite, Steve Jobs, de grandes figures de leaders africains, européens, américains, tout ce que vous voulez, qui sont à la tête de multinationales, mais c'est pas ça être un leader. Une femme à la maison qui gère 9 enfants, vous croyez qu'elle ne doit pas être un leader? 9 enfants. 9 enfants. Eh ben, et elle a besoin de faire des études? Non. Je fais beaucoup d'accompagnement de dirigeants de tout niveau et je démontre à ces personnes-là que 70% des compétences entrepreneuriales sont en eux. Et on aura 30% effectivement à acquérir. Ben, par exemple, 30% parce que certaines personnes ne savent pas en fait gérer l'argent. Si je gagne à un moment donné 100 $, je pense que ça, c'est peut-être le bénéfice, mais en réalité, c'est pas le bénéfice. C'est le chiffre d'affaires. Donc, il y a des petites notions qu'il faut leur apprendre à ne pas confondre. Ça, c'est pas le gain. Peut-être que là-dessus, tu as un gain seulement de 30 $. Donc, là, oui, il y a besoin de leur apprendre un certain nombre de choses de cet ordre-là. Il y a peut-être besoin de leur apprendre à gérer leurs émotions. Parce que peut-être ils vont s'emporter, machin, mais ça tu peux le faire à la maison, mais pas si tu fais de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, pour un jeune qui veut entreprendre, qu'est-ce que tu lui dirais? Tout jeune Africain. Jeune Africain qui veut entreprendre, première chose, connais-toi. 2, installe-toi profondément dans tes racines. Et quand je parle de racines, donc, qui tu es, vraiment. Donc, si je suis congolais, je vais essayer de regarder l'origine de mes parents. Je vais regarder l'histoire de mes parents, les spécificités de mon attachement à telle ou telle région. Si je suis kassaïen, si je suis de l'Équateur. Bon, l'Équateur, c'est les meilleurs. Hein. Non, je rigole. Hein. Okay. C'est pour taquiner. Donc, le jeune, qu'est-ce qu'il doit faire? Se connaître, avoir ses racines. Et à un moment donné, il doit pouvoir se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ça suppose d'abord, qu'est-ce que je sais faire? Mais ça peut être aussi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je peux tout à fait avoir envie de faire un truc, mais je n'ai pas la compétence. Est-ce que c'est gênant? C'est gênant? Je pense qu'il faut avoir de la compétence. Hein. Bon, alors si je n'ai pas la compétence, et que toi tu l'as, est-ce que je ne peux pas m'associer à toi parce que toi tu es timide, mais par contre tu sais bien faire la chose que l'on veut faire ensemble, et moi par contre je ne suis pas timide. Donc par exemple, toi tu sais préparer un repas, lorsque les gens mangent ce repas, ils ont envie de revenir.
Mais par contre, tu es très timide, recevoir le client, tout ça, s'il te dit « Ah, écoute, on est tous les deux de l'Équateur, s'il te plaît, entre frères et sœurs, tu peux quand même faire ça gratuit, allez, fais un effort. » On sait très bien la maladie de l'Afrique, c'est que malheureusement, on nous demande toujours de faire gratuit. Ben, cette personne-là qui n'osera pas dire non, parce qu'elle est là pour gagner sa vie, hein, tout travail mérite salaire, eh ben, si l'autre n'est pas timide, ces deux personnes-là, en se mettant ensemble, elles vont pouvoir faire un business. Donc là, vous parlez d'une bonne collaboration. Et Entre deux personnes. Ouais, parlons maintenant de la collaboration dans l'entrepreneuriat en Afrique. Parlons quand tout à l'heure Merveille a lu votre portrait. Vous avez déjà eu à parcourir quelques pays africains. Est-ce qu'il y a vraiment cette collaboration-là entre les jeunes entrepreneurs africains? Oui et non. Vous n'êtes pas en train de collaborer là pour faire en sorte que cette émission... J'ai posé la question au début, c'est pas par hasard. La moyenne d'âge, c'est quoi? 24 à peu près. Vous êtes une jeune équipe. Vous avez été faire des études pour pouvoir faire ce que vous faites? Si, hein, on a fait des études. Ah oui, Des ok. études pour être là, bien Ok. sûr. Donc technique, Formé. des études techniques. Mhm. Mais l'entrepreneuriat, tu as été apprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat? Non, non, j'ai commencé et après, je pense que Ok. on apprend justement. Mais pourtant, tout à l'heure, tu semblais me dire, il faut apprendre quand même les choses. Mais Quand tu t'es lancé en disant, attends, faut que je trouve une école pour apprendre. J'ai Non, mais envie moi, j'avais de quand même faire quelque des chose, modèles, j'adore, hein. mais il faut que quelqu'un m'apprenne parce que je suis sûr que je ne sais pas faire. j'avais deux modèles, je me suis, comment on va dire, j'avais un pionnier sur qui je me voyais, au fait, un modèle, un miroir. C'est-à-dire, J'ai quelqu'un qui a réussi dans l'entrepreneuriat ok, et je pense que je me suis inspirée de cette personne-là pour pouvoir Tu- entrer, tu prendre. t'es inspiré. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu le courage de te lancer? Est-ce que c'est parce Bah, que le tu allais besoin. faire quelque chose que tu aimais Oui. pas? Non, non, le besoin d'être indépendante d'être ma propre patronne, voilà. Voilà. Oui. Deux, faire quelque chose que tu aimes, Oui, quelque chose que j'aime, mais dans laquelle je me sens épanouie, bien donc sûr. épanoui. Oui. Donc, l'entrepreneuriat, c'est ce qu'elle vient de dire, c'est-à-dire que ça consiste à bien identifier qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Ok, maintenant par rapport à ce que je vous ai dit un peu pour éclaircir, parce que vu c'est une émission africaine, est-ce que la collaboration, ici vous avez dit oui et non. C'est-à-dire, Vous avez un peu fait visiter, vous étiez dans quelques pays, vous pouvez nous expliquer, nous parler, qu'on puisse vraiment découvrir les oui et les non. donc, peut-être j'ai pas été clair, je considère que l'Afrique n'a pas à apprendre l'entrepreneuriat à part quelques petites choses, d'accord? Et effectivement, si on a une entreprise qui vient à grossir, il y a des choses qu'on a besoin d'apprendre. Mais on peut apprendre par l'échec, d'accord? Oui. Nelson Mandela, il dit soit je gagne, soit Moi, j'apprends. Mhm. Bon, donc ça veut dire que finalement, et regardez les animaux. L'entrepreneuriat, c'est comme le monde animal. Est-ce que les animaux apprennent à l'école ou ils apprennent par le jeu? C'est plus par les jeux, hein. Par Donc le tu as jeu, compris. Ouais. Tu as compris. Quel est le problème de notre système éducatif? C'est qu'en réalité, on a perdu le côté jeu. Si tu enfermes des gens dans une salle et qu'ils ne s'amusent pas, forcément, ils vont à un moment donné Alors, ne pas avoir... on va y aller vite, hein, parce qu'on est en train de faire si, là, encore Vas-y. derrière le temps. Ouais. Puisque tu es là, est-ce que tu peux nous parler, tu as des projets pour l'Afrique Tout à fait. Donc, pour moi, contrairement à ce qu'on croit, l'Afrique n'est pas en retard. Ça, c'est la première chose. Parce que si on regarde un petit peu partout, on va dire l'Afrique est en retard. Elle n'est pas en retard, elle est en transition. C'est pas pareil. Déjà, si tu dis l'Afrique est en retard, ça veut dire que tu fais par comparaison à d'autres pays. Donc moi, j'apprends une chose aux gens, c'est arrêter de vous comparer. S'inspirer, oui. Oui. Se comparer, non. Je suis intimement convaincu que l'Afrique a toutes les prédispositions pour réussir dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que regardez les personnes qui n'ont rien, leur capacité d'innovation, de création. Entreprendre, c'est quoi? C'est savoir innover, créer. Créer avec rien. Est-ce que l'Afrique, elle ne sait pas créer avec rien? Si. Très bien. Donc on est d'accord. Donc ça veut dire que la seule chose qu'il faut leur apporter, c'est des éléments qui vont leur permettre d'avoir confiance en eux. Ok. Le vrai problème en Afrique, c'est que les gens n'ont pas confiance en eux. Ils se disent, ah, peut-être qu'il me manque ceci et cela pour pouvoir me lancer.
ou je suis trop jeune. Ou à l'inverse, on leur dit, mais toi, tu as à peine 20 ans, là, tu te prends pour qui? Je vais t'en donner une. Hein? Fais comme moi, j'ai souffert avant de pouvoir arriver à ne pas être entrepreneur, être simplement salarié. Et puis, je pleure tous les soirs en me disant, mais si j'avais su. Mais je ne veux pas le dire à mon fils parce que ce petit, là, de 20 ans, il risque de réussir plus vite que moi. Donc, ça veut dire que les aînés doivent absolument accompagner et pas avoir peur sur la capacité de jeunes qui n'ont pas forcément d'expérience en entrepreneuriat, parce qu'il faut absolument en entrepreneuriat se lancer, ne pas attendre de tout maîtriser. On apprend en marchant, on apprend en chutant. L'entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui chute et qui se relève. Il chute, il se relève. C'est la grosse différence entre ceux qui entreprennent et ceux qui n'entreprennent pas. Ils sont en train de vous stresser, les autres. Ils sont en train de vous dire, timing, timing. Voyez la montre. Voyez la montre. Hein? C'est pas des Africains. Hein? C'est des gars, ils ont juste une montre. Hein? Et ils sont en train de vous stresser, tandis que pourtant, on peut couper. On peut couper. Ils ont essayé d'aller manger. On va leur donner un sucré. Hein? Franchement. Le problème aussi avec la télé, c'est l'heure, c'est les temps. Mais vous avez aussi, dans l'entrepreneuriat, vous avez œuvré pour la RDC, pour la République démocratique du Congo. Quelles sont les opportunités que vous avez eu à apporter aux entrepreneurs via votre structure? Vous avez eu à former aussi des entrepreneurs congolais comme... Oui, j'ai fait du coaching. Alors, je suis spécialisé dans le coaching de dirigeants. D'accord? Ce que je leur permets de faire, il y a deux catégories de dirigeants. Il y a des dirigeants qui gagnent leur vie, ils gagnent bien leur vie et réussissent. Ce que je peux leur apporter, parfois, c'est de leur dire, vous gagnez bien votre vie, mais votre ressource humaine, la gestion de vos ressources humaines, la gestion des personnes qui travaillent pour vous, elle n'est pas bonne. Vous êtes dans un partage qui n'est pas équilibré. Et quand on n'est pas dans un partage équilibré, c'est-à-dire que si tu gagnes beaucoup d'argent grâce à des gens qui travaillent pour toi, faut pas t'étonner qu'à un moment donné, ils partent. Deux, si tu payes pas correctement les gens pour ce qu'ils donnent, il ne s'agit pas de les payer comme ça, de manière fictive, mais si tu sais que des gens ont de vraies compétences, ils te permettent de gagner de l'argent, offrir un service en qualité, il faut effectivement les rémunérer correctement. Alors, si tu rémunères correctement les gens, deux, tu les respectes. C'est-à-dire que tu les utilises pas comme des objets. Je peux te dire qu'à ce moment-là, ça fait la différence. Donc là où je peux intervenir, j'apporte des fois à des dirigeants une manière différente de gérer leurs collaborateurs, une manière différente de gérer leurs managers. Hein. Beaucoup plus respectueux, ça n'empêche pas d'être exigeant, mais beaucoup plus respectueux. Quant à d'autres, je peux les accompagner parce qu'ils ont vraiment des difficultés. C'est-à-dire qu'ils ont pu avoir la réussite quand ils étaient petits, puis à un moment donné, ils grossissent, et là, ça les dépasse. Ils sont complètement perdus. Parce que l'entreprise devient plus complexe. Et là, je peux donc petit à petit les aider à redéfinir finalement leur stratégie. C'est quoi votre stratégie? Peut-être que votre stratégie, elle s'est perdue entre le début et là où vous en êtes aujourd'hui. Et on va regarder ensemble, une fois qu'on a bien identifié la stratégie, la raison d'être pour laquelle ils se sont lancés dans l'aventure entrepreneuriale. Après, on va regarder s'ils ont les bonnes personnes, s'ils ont la bonne organisation, si les compétences sont au rendez-vous, si les motivations sont au rendez-vous, en d'autres termes, des gens qui sont motivés. Ok. Donc voilà un peu les deux catégories. Avant de finir, une toute dernière question. Comment tu définis le mot impact? Alors j'aime beaucoup le mot impact. Pour moi, le mot impact est très associé au leadership. Finalement, l'impact, c'est quoi? Et c'est ce que les jeunes devraient se poser comme question dès le début, s'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. L'impact, c'est se dire, quand je serai mort, qu'est-ce que je veux qu'il reste derrière moi? Ou quand j'aurai 90 ans, qu'est-ce que je veux pouvoir raconter comme belle histoire à mes enfants, mes petits-enfants, mais surtout mes petits-enfants? L'impact, c'est que on se dit, on a une mission de vie, on est là pour faire des choses. Pas forcément gagner de l'argent. Il y a des gens, c'est pas l'argent leur moteur. L'argent, c'est un moyen. Mais tant que tu t'es pas posé la question, et souvent je propose comme exercice, et je dirais les personnes qui regardent ton émission, je leur propose un truc tout simple. Ils imaginent qu'ils ont 90 ans,
ils organisent leur anniversaire. Et à l'occasion de leur anniversaire, ils imaginent ce qu'ils aimeraient avoir laissé comme impact. Ah oui. Et là, ils ne vont pas se tromper sur qu'est-ce qu'ils doivent faire de leur vie. Chaque jour, ils ne doivent pas se détourner de la raison d'être, de ce qui les anime en termes d'impact. Quand tu connais ton impact, tu connais ta boussole. Tu connais ta boussole, tu sais exactement ce que tu dois faire chaque jour quand tu te réveilles. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question, mais en tout cas, c'est ma définition de l'impact. La toute dernière, Ouais, la avant toute de- dernière de question finir. pour moi, en tout cas, vous avez vraiment parlé, vous avez éveillé l'esprit des entrepreneurs africains, je peux le dire. Mais la dernière question va se baser sur en quoi est-ce que l'entrepreneuriat peut-il contribuer au fait au développement durable dans une société, donc dans le continent africain. Bah, j'ai envie de te dire, si jamais il n'y a pas d'entrepreneur, comment un exemple tout simple. Si l'Afrique on le sait, il y a plein de choses qu'on sait. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment faire. D'accord ? Le problème de l'Afrique, pour trouver sa place dans le concert du monde, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est quand même fou. L'Afrique a toutes les ressources, peut-être 70% des ressources mondiales sont dans les sous-sols africains, et l'Afrique peine à offrir à ses populations le minimum. Un toit, une éducation, un système de santé, des revenus acceptables. Comment ça se fait? Ben, tout simplement, on le sait. C'est que si les jeunes, et je pense surtout aux jeunes, ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat, mais un entrepreneuriat intelligent, c'est-à-dire un entrepreneuriat dans lequel on crée de la valeur. Tu es d'accord que si je prends des arachides, je les récolte et je les envoie sans créer de la valeur. En d'autres termes, je ne fais pas par exemple de la pâte d'arachide. Ok? Tu es d'accord que quand il n'y a pas de création de valeur, tu gagnes moins d'argent. Quand tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut créer de la valeur. Les minerais en RDC, il est évident que les minerais, si on les prend à l'état brut et qu'on les vend, on sait très bien que toutes les matières, lorsque tu les vends à l'état brut, je dis n'importe quoi, tu vas le vendre 100 francs. Et lorsque tu as créé de la valeur, c'est-à-dire que tu as maîtrisé le processus de transformation chez toi, ben ça va être vendu 1000 fois plus cher. Donc, l'entrepreneuriat est la seule solution pour permettre à l'Afrique de décoller, c'est tout. Moi, je ne suis pas plus intelligent que les autres, j'écoute, j'observe, je suis paysan. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Mais on a des habitudes qui nous empêchent de changer. Donc là, le vrai problème, c'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui casse ses habitudes et qui a de l'audace et qui n'a pas peur, effectivement, de déranger. Ok, on nous signale là, on est déjà en temps à la fin. Tu as un dernier mot avant de... Non, J'ai répondu en à vos fait- questions. pardon? J'ai répondu à vos questions. Oui, oui, vous avez répondu à une question. Vous, Tu as répondu à mes questions. je disais vous, à vous deux. Oh oui, bien sûr. Ouais. Merci. Tu as répondu à mes questions. En tout cas, je suis très émue. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et aussi, je pense que c'est très enrichissant cette émission et enrichissant ces premiers numéros de l'émission Afri Impact pour toute personne qui veut entrer dans l'entrepreneuriat, en tout cas, à suivre cette émission. Je crois que ça va encore l'ajouter un plus. Je remets la parole à Merveille. Merci Plamedi, merci Patrick d'avoir répondu à notre invitation et on espère te recevoir très prochainement encore. Avec plaisir. Mesdames et messieurs, nous arrivons Je peux dire un mot? Bien sûr. On parle d'entrepreneuriat, mais qu'est-ce que vous faites? C'est ce que vous faites. Vous êtes jeune et vous essayez d'entreprendre. Vous essayez avec peu de moyens d'exister. Vous essayez avec peu de moyens, même si effectivement l'argent n'est pas encore au rendez-vous, à faire en sorte effectivement d'aider vos concitoyens à oser se lancer dans l'aventure, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc félicitations. Merci Merci. beaucoup. Ok, comme je le disais, nous arrivons à la fin de notre tout premier numéro 0 de votre émission Afri Impact et retrouvez-nous donc pour la prochaine édition. Merci de nous avoir suivis et de nous rester fidèles. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.